Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas découvrir une discussion que j'ai eue avec le futur directeur national France d'une marque internationale sur la prise de parole. Et tu vas voir, la discussion est intéressante. Parce que pour rester dans la veine de mon podcast, Paradigme, tu verras que la manière dont on aborde la prise de parole, ça va pas être sous l'angle des techniques, des stratégies, des choses à faire, à pas faire. On va aller un peu plus en profondeur. Je vais lui poser des questions, essayer de lui faire voir différentes choses différemment de l'habitude qu'il a de les voir. Et cette discussion va être super intéressante. Je m'excuse par avance du fait d'un mauvais réseau de ma part et de la sienne. Il y a quelques sautes de son, mais dans tous les cas, tu comprendras l'essentiel. J'espère que cette discussion te plaira et surtout qu'elle te sera utile, car je suis prêt à parier que tu reconnaîtras des trucs dedans, des choses qui te sont personnelles, des choses qui résonnent avec toi. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode. Je vais pas retenir les coups si j'ai des coups à mettre. C'est jamais méchant, c'est toujours dans une optique de bienveillance. Mon but, tu vois, c'est de faire pivoter, de vous faire voir les choses différemment. Je vais te poser des Très bien. questions, on va échanger, ça va être cool. Je suis pas là pour juger. Il y a zéro jugement dans ce que je te dans les OK, réflexions que je pourrais t'amener. Mon but, c'est vraiment d'accord. il y a 2 choses, c'est de faire un effet de miroir, de te faire voir des choses que potentiellement tu aurais pas vues sur ton comportement, sur tes habitudes, sur, la manière dont tu as d'opérer au quotidien. Et la deuxième, quand il y a des coins d'ombre que Oui, moi je comprends pas, je vais arriver un peu avec ma lampe torche et essayer d'explorer un peu certains endroits. OK? très bien. Partant? Allez, Cool. Hem, écoute, qu'est-ce qui ferait que cette discussion soit utile pour toi aujourd'hui? elle serait utile dans le sens où, j'aurais l'impression de voir une progression par rapport à ce que je peux être aujourd'hui, tout simplement. OK. Ça semble assez mais voir une progression ou la sentir, voir, la sentir, bon, c'est un petit peu pareil, tu vas me dire, mais peut-être plus la sentir que la voir d'ailleurs, en fait, en y réfléchissant bien parce que, ce que je te disais, on peut peut-être partir sur ce sujet-là si ça te convient, mais c'était plus le fait, effectivement la prise de parole que je peux avoir l'occasion de faire devant un public qui est plus ou moins fourni en fonction de du rendez-vous, fait que, ça se voit pas forcément, mais ça se ressent pour moi en termes de confort. Donc en fait, je dirais plus effectivement, moi, ressentir une différence et je sais pas forcément si les autres le noteront parce que je suis pas sûr qu'eux, pour le coup, déjà, ils voient, forcément une problématique. OK. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude, sur la prise de parole en public? Tu m'as dit que tu avais fait une formation à la prise Dis-moi? de parole en public, ils t'en ont peut-être parlé? Ouais, j'ai fait une formation et puis, j'ai regardé une vidéo récemment qui m'a beaucoup parlé. Alors après, je sais pas si on peut citer d'autres gens Si, bien sur sûr, bien cet sûr. échange, mais un mec qui s'appelle David Laroche. Alors tu m'as dit Ouais. qu'il était extrêmement connu. Alors moi, j'ai appris qu'il existait il y a 3 semaines, un mois, et d'ailleurs qu'il se trouve à Grenoble sur le jugement des autres. Ouais. Et en fait, je sais pas depuis c'est marrant parce que depuis cette vidéo, j'ai eu l'occasion de réitérer, justement des prises de parole, devant un public. Et ça m'a quand même beaucoup aidé. Alors après, c'est variable parce que moi je suis habitué à le faire, enfin je suis habitué. J'ai l'occasion de le faire assez régulièrement, mais depuis cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a pas tout qu'à changer, mais ça a déjà un petit peu évolué pour moi. Mmh. Alors, le but justement d'une conversation qu'on va avoir, qu'on peut avoir dans le cadre de coaching, soit avec toi ou d'autres clients, il y a moi en tout cas la manière dont j'ai d'aborder les choses, Oui, tout est concentré sur les prises de conscience. Parce que je pars du principe que et c'est pas que moi, hein, c'est, les mentors que je suis, qui m'aident, au quotidien, les coachs avec lesquels j'ai travaillé et que je travaille actuellement, qui sont convaincus de ça, c'est que quand tu as une prise de conscience, un insight, il y a un truc assez marrant qui se produit, c'est qu'il y a rien qui change, mais tout paraît différent. OK, Et c'est pour ça que pour moi, c'est la chose la plus puissante qui peut survenir dans notre vie au quotidien. C'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est pas des stratégies, c'est pas des techniques, c'est des prises de conscience. Parce que les prises de conscience qu'on a sur nous, c'est des petits pas de côté, des changements de prisme, des changements de paradigme qui font que on voit plus les choses de la même manière. Et quand on voit plus les choses de la même manière, mécaniquement, la manière dont on aborde le sujet
la situation, le challenge, le défi, le problème évolue naturellement. OK. Donc par rapport à la prise de parole en public, aujourd'hui, toi, c'est quoi le cadre? Tu m'as dit que donc là, tu es Alors directeur commercial, tu vas passer directeur commercial dans une nouvelle société ex et tu as pas forcément, de ce que je me souviens, l'occasion de parler devant des voilà, tu es pas un motivational speaker, tu fais pas des conférences, devant des, milliers de personnes. non, Mais toi, c'est très terre à terre devant ton terrain, devant tes équipes, devant des partenaires, des prestataires, où tu as l'occasion de prendre la exactement, parole. OK. exactement. Donc on va dire que ça peut aller de 4 5 personnes minimum à, alors quelques fois par an, c'est 100 ou 150, mais ça arrive assez Mmh. peu. Et puis en moyenne, c'est peut-être une vingtaine. Et en fait, effectivement, là où je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la démarche, c'est que je suis habitué à le faire, donc je le fais régulièrement. Je pense que, j'ai une forme d'inconfort quand je le fais. C'est-à-dire que et ce qui est assez variable et là, c'est presque un cas, peut-être, psychiatrique, j'en sais rien, mais en fonction des fois du moment, de la période, je ressens un stress qui est assez variable. C'est-à-dire que des fois, il est si on le mettait sur une échelle de 1 à 10, des fois, il est à 2 ou 3, voire peut-être même en dessous et puis des fois, pour des raisons que même moi, parfois, j'ignore, il est hyper élevé. Alors que j'ai essayé de réfléchir par rapport à ça. Il y a pas nécessairement des fois un enjeu qui est supérieur dans un cas ou un autre et c'est pas forcément, j'ai l'impression, par rapport à l'enjeu. C'est des fois, c'est plus ce qui se passe par rapport à moi, la manière dont je me conditionne ou pas, l'attente que je peux avoir aussi. Alors quand je dis l'attente, c'est le temps, quand je vais parler. Par exemple, si je commence en premier, c'est tout de suite plus facile. Donc, voilà, j'ai du mal parfois à même moi comprendre un peu pourquoi je bloque un peu sur ce sujet-là. Et c'est ce que je te disais, quand on l'évoquait, ce qui est marrant, j'ai eu l'occasion des fois d'être filmé, enfin marrant, je sais pas, mais en tout cas, qui m'interpelle, c'est que les autres me disent: «Bah non, tu étais pas du tout stressé». Moi, quand je me vois, même en me connaissant, je me trouve pas forcément stressé. Pourtant à l'intérieur, bah, des fois, il se passe des trucs pas cool où je suis pas confortable et ça va se passer, hein. Je m'échappe jamais pour le coup parce que je me répète, j'ai aussi l'habitude de cet exercice-là, mais je le fais pas dans le confort, si tu veux. Mmh. Donc là, si je devais justement synthétiser ce que tu me dis et extraire une dynamique qu'on pourrait avoir la conversation, à la Oui, fin de cette conversation, ce serait, comment est-ce que tu pourrais avoir plus de confort lors de prise de parole en public? Que ce soit plus exactement. naturel, plus fluide, c'est ça? Oui, OK. exactement, ouais. Hem, Tu m'as parlé de conditionnement. Oui, Tu m'as parlé de, le fait que si tu passes en premier, c'est plus simple que si tu passes en second. oui, Là, tout de suite, tu fais un lien avec la conférence, effectivement, le TEDx de David Laroche sur le regard des autres. Quand tu oui, passes en premier, le regard des autres est peut-être moins pertinent si, on va dire, il y a 3, 4 personnes qui prennent la parole que si tu passes en dernier. Comment est-ce que tu expliquerais ça? je sais pas, alors, moi, je pense que ça fait partie de mon caractère. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis, beaucoup dans l'action. Je suis quelqu'un qui gère pas forcément très bien, toujours, des fois l'attente et en fait, le fait de le passer en premier, si tu veux, je me jette tout de suite dans le truc et au moins je me dis: «Bah, j'y suis, c'est terminé» et après je peux redescendre si tu veux. Or, quand je passe en dernier, au-delà de la comparaison avec les autres, parce que même si les autres sont pas très bons, ça va finalement provoquer quasiment le même effet. C'est je me monte un petit peu la tête en me disant, tu vois, je me conditionne à ce que je vais faire et cetera. Je me vois dans la situation et en fait, quelque part, ça me fait cogiter, ça me fait montrer le stress alors que je me répète, si je dis: «Allez, vas-y, go, tu vas», tu vois? Ça je fais le parallèle un petit peu, je sais pas je sais pas si l'analogie est bonne, mais quand tu vas par rapport à une falaise et que tu dois sauter de haut, bah, en fait, c'est soit tu y vas tout de suite, soit si tu réfléchis trop, bah, tu auras peur d'y aller et en fait, ça aussi, j'aimerais le corriger parce que globalement, je me dis, bah, quelque part que tu attendes 10 minutes avant de sauter et que tu sautes tout de suite, bah, la résultante, elle sera certainement la même. Mais cette attente, finalement, elle me génère une forme de stress où je me conditionne sur quelque chose de négatif, si tu veux. Je me conditionne. Ça, c'est intéressant. Heu, J'aime bien l'analogie avec la falaise. J'aime bien l'analogie avec la falaise parce qu'effectivement, tu vois, tu dis: «Je réfléchis pas, je saute, je tombe dans l'eau». Si je réfléchis trop, en fait, à un moment, s'il y a la queue derrière moi, je vais forcément devoir aussi sauter et tomber dans l'eau. Quelle est la différence entre les 2, entre les 2 situations? Qu'est-ce que toi Ah la tu di vois? Comment est-ce que tu l'analyserais?
Bah, la différence, c'est que quand tu as pas forcément le temps de penser, alors pour le coup par rapport à la falaise, au danger que ça peut représenter, finalement tu es dans la spontanéité, tu réfléchis moins. Alors que quand tu attends, bah, tu te dis: «Bah, attends, c'est peut-être haut, je peux peut-être me faire mal, c'est peut-être risqué». Tu penses à tout un tas de choses qui sont négatifs et au final qui te mettent des freins, là où peut-être qu'il devrait pas y en avoir. Parce que si tu fais, Mmh. par exemple, je me répète, à l'inverse, l'analogie avec la prise de parole en public, quand tu as, 5 personnes qui passent avant toi, c'est comme ça que tu as 5 personnes qui attendent devant la falaise, bah, globalement, tu vois que ça se passe bien, en fait. Donc tu vois que quelque part, le danger, il est pas si important que ça. Mais toi, le fait d'attendre et ben, en fait, tu t'imagines un danger dans ta tête que tu imaginais pas si tu étais passé 1er ou tu l'imaginerais peut-être moindre, alors qu'en réalité, tu as le temps de voir qu'il représente rien. Donc c'est vraiment uniquement intérieur quelque part. Mmh. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le coaching à la base, c'était plutôt sur une logique de préparation mentale. Vraiment sur OK, les techniques de la préparation mentale, c'est que des techniques. Comment maîtriser le dialogue interne, comment maîtriser son stress, comment réduire l'anxiété, comment se concentrer avec des techniques, tout ça. Ça marche, très bien. Je le faisais d'abord avec des athlètes, mais très vite, j'ai voulu faire le parallèle avec, des personnes qui étaient dans le monde de l'entreprise. Parce que je me disais au final, aujourd'hui, le monde va tellement vite et le monde de l'entreprise est tellement fou, dans plein de boîtes, que quelqu'un qui aime la performance, quelqu'un qui veut évoluer dans sa carrière ou quelqu'un qui veut monter une boîte, il a tout intérêt à s'inspirer de ces outils. OK, Il y a un truc qui m'a énormément frustré, c'est que parmi toute la palette d'outils que j'avais, il y en avait qui marchaient avec une personne, qui marchaient pas avec d'autres. Il y en avait qui allaient révolutionner la vie d'une personne en quelques minutes, d'autres qui allaient servir à rien du tout. Et il fallait que je trouve d'autres techniques, d'autres choses pour l'aider à gérer son stress, gérer la pression, tout ça. Et assez naturel intellectuellement, je me dis: «OK, pas grave, je vais ouvrir un autre livre, je vais écouter un autre podcast, je vais me former, je vais prendre part à un autre séminaire». Mais au fond, il y avait un truc plus profond, comme je sais pas, on peut appeler ça de la sagesse ou du bon sens, qui me disait: «Mais c'est pas possible, ça peut pas être si compliqué, en fait. Il peut pas y avoir une technique pour 8 milliards d'individus ou 8 milliards de techniques pour 8 milliards d'individus, c'est pas possible». Et un jour, je suis tombé justement sur, alors c'était il y a 4 ans, au début, je comprenais rien du tout, sur mon mentor actuel, Michael Neill, qui parle justement de la psychologie de l'esprit. La psychologie de l'esprit, c'est un courant de la psychologie qui est assez récent, qui date des années 70-80, qui est quasiment inconnu en Europe, bien plus présent dans les pays anglo-saxons OK, et qui va à l'opposé, sur beaucoup de points, de la psychologie clinique avec, Freud, Jung, Adler et compagnie. Où en fait, on parle beaucoup de maladies mentales, tu vois? Tu disais, je ne sais pas si c'est un problème psychiatrique en rigolant tout à l'heure, quand on regarde, Jung, Freud, Adler, beaucoup de psychologues et de psychiatres, on part du principe qu'il y a des maladies mentales qui s'installent, on parle de maladies. Et quand moi je parle avec des psychologues, on parle très peu, lors des études, de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une simplicité qui est assez dingue et peut-être qu'en te le partageant, tu diras: «C'est trop simple pour que ce soit vrai», mais juste je te demande d'écouter, sans idée préconçue. OK, Le seul truc qui nous fait passer de la santé mentale à ce qu'on appelle, entre guillemets, «la maladie mentale», en fait, à un moment de désordre mental qui nous fait perdre pied avec la réalité, c'est le moment où on se met à trop penser ou en tout cas à accorder trop d'importance à ce à quoi on pense. Au début, je voyais ça pour le stress, de me rendre compte que quand je suis stressé, quand je suis anxieux et je suis alors, il y a des années, on m'a diagnostiqué un trouble de l'attention avec hyperactivité, de l'anxiété chronique, tout ça. Je me disais: «C'est ancré, c'est une maladie». Un thérapeute, un psychologue qui m'avait dit ça. Et ce qui est assez fou, c'est que maintenant, je me sens quasiment rarement stressé, rarement anxieux. J'ai encore pas mal d'énergie, mais je me considère plus comme hyperactif et il n'y a pas grand chose qui a changé, hormis la relation que j'ai avec ce qui se passe dans ma tête.
Aujourd'hui, alors je sais pas comment, hein, la psychologie, les psychologues, les chercheurs disent qu'on a entre 60 000 et 100 000 pensées par jour, inconscientes, à peu près 2 000 à 2 500 auxquelles qu'on va percevoir consciemment au cours d'une journée, OK, et ça OK, tous les jours. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'en fait, c'est un phénomène qui nous impacte. C'est pas quelque chose qui est propre à moi, qui est propre à toi, qui est propre à ta femme, à d'autres êtres humains, c'est tous les êtres humains, c'est une constante chez l'être humain, c'est un fait, on pense. Et aussi vrai que, tu vois, je prends mon boîtier d'AirPods, si là je le lâche, c'est pas 99 du temps, 99,9 du temps, c'est 100 du temps, si je le lâche, il va tomber par terre, parce qu'il y a la loi de la gravité. Quand on est gamin, on n'a pas conscience intellectuellement de la loi de la gravité, mais en l'apprenant, on comprend que on tient debout, les pieds par terre, et que quand on saute, on tombe par terre parce qu'il y a la gravité, que quand on fait tomber un verre, il va tomber par terre, pas tout le temps se casser, ça c'est autre chose, mais il va systématiquement tomber par terre parce que la gravité rentre en action, c'est une constante. Ce sont des constantes physiques. Dans cette idée de la psychologie de l'esprit, la manière dont notre esprit fonctionne, c'est qu'il y a une constante qui est là. Cette constante, c'est qu'on pense. C'est là, du moment où, j'allais dire, où on se réveille le matin et on s'endort le soir, mais on le voit même la nuit, on rêve, c'est quelque chose qui passe à travers nous. On pense tous. On a des pensées qui sont joyeuses, des pensées qui sont tristes, des pensées des fois qui nous traversent l'esprit, qui sont horribles. On se dit: «Ouh là, mais comment ça peut me traverser l'esprit ce truc-là?» Mais le fait est que ces pensées, tant qu'on s'y est pas accroché, on sait tous, on le voit tous, qu'une pensée horrible qui va nous traverser l'esprit, si on n'y attache pas trop d'importance, elle va être vite remplacée par d'autres pensées, très rapidement. C'est un flux continu. Avec tout ce que tu m'as dit, l'analogie de la falaise, le fait qu'il y a des fois quand tu prends la parole, ça se passe très bien, des fois ça se passe moins bien, que quand tu passes en premier, c'est plus facile que quand tu passes en second ou en troisième, même si l'enjeu est le même, même s'il y a pas d'enjeu énorme. Tu commences à mettre le doigt sur un truc intéressant et j'aimerais voir si par rapport à ce que je t'ai dit, tu fais un lien. Quel est l'impact des pensées sur ce que tu ressens, à ton sens? l'impact des pensées sur ce que je ressens, écoute, forcément, mais c'est une évidence, ça impacte ton ressenti. C'est-à-dire que, c'est comme, moi j'ai fait aussi du sport en compétition, bah, c'est marrant parce que pour moi, encore une fois, je fais une analogie, mais elle se ressemble un petit peu. Je me rendais compte que quand je pensais à l'événement, je ressentais des éléments physiques, style la transpiration, les membres qui tremblent. Alors même si des fois c'est très intérieur, hein, parce qu'au final, ça aussi, je me suis rendu compte que les autres ne le voyaient pas. Et par contre, quand je ne pensais pas à l'événement alors que j'étais proche du but, effectivement, les démonstrations physiques intérieures, du moins, le rythme cardiaque par exemple, diminuaient. Mmh. Donc, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, on m'a toujours dit, par exemple, prise de parole en public ou même dans la compétition, on m'a dit: «Tiens, faut que tu sois concentré sur l'événement». Et ben moi, c'est l'inverse. C'est plus je suis concentré et moins je vais être bon. Parce que plus je vais me conditionner, je vais me mettre une forme de stress et quand justement je prépare pas ou quand je pense pas à l'événement, même si j'y suis très proche, et ben ça me permet d'évacuer la pression. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on te donne des conseils qui finalement, bah, tu parlais que ça s'applique pas à tout le monde. Ça me fait penser à une histoire. Alors je crois que c'était lors des JO de 2016. Je crois que c'était il y a 8 ans, ouais. C'était lors des JO de 2016. J'avais vu, alors j'avais pas vu le concours, mais j'avais vu à la fin, en allumant la télé, à la fin tu sais, des plongeons synchronisés, et à cette époque-là, je crois que Oui. les Américains avaient fait premier, les Anglais avaient fait second, les Chinois avaient fait troisième. Ça avait été super intéressant de voir le débrief. Tu as la journaliste qui va voir les Américains et qui leur dit, «Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette compétition? Comment est-ce que vous avez réussi à sortir ce niveau de performance?» Et les 2 Américains,
Il dit: «Ouais, bah, ce qu'on a fait, en fait, nous, ça fait, 4 ans qu'on fait de la préparation mentale, on répète mentalement, on visualise mentalement, on a travaillé beaucoup sur notre mindset, on a travaillé beaucoup sur notre respiration, sur la répétition visuelle et mentale de nos gestes», tout ça. Beaucoup de techniques qui fonctionnent et qui sont énormément utilisées et qui ont de la valeur, qui apportent des choses concrètes, hem, lors de compétitions, vu que tu parles de sport. Ça me fait penser à ça. Et il leur dit et voilà, le fait d'arriver à gérer ce niveau de performance, devant toute la planète qui vous regarde, des milliards de personnes qui vous contemplent, qui vous observent, comment est-ce que vous gérez cette pression? Et là, rebelote, bah, on fait beaucoup de méditation, on fait du yoga, on fait des exercices de sophrologie et compagnie. Et j'ai été assez j'ai pas percuté à l'époque, hein, ça m'est vraiment revenu plus tard, plusieurs années plus tard, justement, quand je prenais un peu conscience de ça, de toutes les techniques auxquelles j'étais attaché avant et maintenant de la manière dont j'aborde les choses, où il y a l'équipe anglaise qui a été aussi interviewée juste après. Et le journaliste leur pose exactement la même question et les Anglais disent: «Bah, ouais, nous on s'entraîne 6 fois par semaine, on répète nos gestes, on répète les mouvements, on répète nos figures, ouais». Et comment est-ce que vous avez géré la pression? Parce que voilà, ça fait quand même 4 ans que vous vous entraîniez quotidiennement pour ce moment si important qu'est les jeux olympiques, tout le monde vous regarde et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé sur le visage des Anglais, ils se s je me souviens vraiment de l'image, ils se sont regardés, genre un peu, tu sais, bah, qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit: «Quelle pression?» Et le journaliste leur dit: «Bah, la pression, enfin, c'est les jeux olympiques, c'est hyper important, vous avez consacré 4 ans de votre vie, blablabla», elle réitère, enfin, il réitère et à ce moment-là, les 2 disent: «Bah, non, nous, ça fait 4 ans qu'on est dans notre piscine, qu'on s'entraîne sur nos 2 plongeoires et qu'on répète les sauts. Les sauts, on les a fait des milliers de fois. Il y a rien qui change». Et là, tu vois, tu as le journaliste qui commence à dire: «Oui, mais quand même, c'est important, il y a des gens qui vous regardent, tout ça». «Non, nous, il y a rien qui change. On était sur la piscine, sur notre plongeoire et on a répété ce qu'on sait faire». Et tu ressentais vraiment la différence d'énergie entre les Anglais et les Américains. Alors les Américains, ils ont fait premier. Les Anglais ont fait second. On pourrait se dire: «Oui, c'est parce qu'ils ont fait tout ci, tout ça, machin». Moi, j'ai tendance à dire simplement que les Américains étaient meilleurs que les Anglais, c'est tout. Et c'est pas parce qu'ils ont fait toutes ces techniques, ces stratégies qu'ils ont adoptées dans leur quotidien qu'ils ont gagné. Peut-être, peut-être pas, je peux me tromper. Mais en tout cas, la manière dont les Anglais abordaient le truc, tu sentais beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress. Et pour faire le parallèle, est-ce que justement on t'a dit qu'il faut vraiment être concentré sur l'événement lors d'une prise de parole? Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que c'est tout l'inverse. Parce que quand on prend la parole et c'est le piège justement dans lequel beaucoup de personnes tombent et c'est valable dans la prise de parole et dans n'importe quelle sphère de notre vie, c'est que quand on est en baisse de performance, perçu, hein, pas forcément perçu par les autres, mais perçu par soi-même, qu'on sent qu'on n'est pas au niveau, qu'on stresse, qu'on angoisse, c'est simplement qu'on n'est pas connecté à ce qui se passe. On est en déconnexion totale ou partielle de ce qu'on est en train de faire. Pour une seule raison, on est auto-centré sur ce qui se passe dans notre tête. Ça résonne ce que je te partage? Mmh. Ouais, ouais, un petit peu parce que j'ai déjà eu le cas où on me disait, alors le plus dur, c'est quand c'est court, hein, parce que quand c'est long, quelque part, bah, le stress diminue au fur et à mesure des minutes donc je trouve qu'en fait, le plus dur, c'est quand tu as des interventions qui sont extrêmement courtes et on m'a déjà regard, des choses comme ça. Parce que si tu te fais ton film à toi, tu as tendance à éviter les regards et en plus, c'est un cercle vicieux dans le sens où, bah, tu évites les regards, donc du coup, les gens sont moins connectés. Donc du coup, bah, toi, tu as l'impression qu'il y a un jugement qui est accentué et cetera. Donc quand tu te connectes pas effectivement aux autres, pour le coup, là et bah, globalement, ça se passe moins bien. Mais cette première étape de se connecter, elle est hyper difficile parce que une fois qu'elle est passée, c'est beaucoup plus simple. Mais je me répète, le départ avec, le stress et cetera, fait qu'en fait, aller chercher le regard, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce que quand tu regardes, quelqu'un, tu sens, enfin tu sens, tu as l'impression de sentir un jugement, quand bien même il serait Mmh. d'ailleurs pas là. Alors que quand tu évites les regards, quelque part, c'est plus facile. De la même façon, quand tu parles, ça pour le coup, j'ai eu l'occasion de le faire devant beaucoup plus de personnes, mais devant 200 personnes en Teams. Bah, en fait, tu as l'impression de parler à ton écran. Donc quelque part, le stress, il est quasi absent, si tu veux. Mmh. Donc effectivement,
la connexion qui passe, je me répète, par la connexion avec les autres en réalité, heu, c'est là qui est compliqué à aborder, mais quand tu arrives à faire ça, c'est effectivement plus facile. Mmh. Quand tu parles en individuel avec une personne, comme on est en train de parler là, tu ressens des fois ce sentiment de pression? Rarement, rarement. Alors ça peut arriver quand, par exemple, tu as, quelqu'un qui est, une position bien supérieure à la tienne, je parle au niveau professionnel, pas ton N+1, pas ton N+2, mais des gens que tu as très peu l'habitude de voir, tu peux le ressentir parce que tu peux te dire: «Bah, en fait, ma performance du moment, j'aurais peut-être pas l'occasion de la réitérer». Donc des fois, c'est deux trois phrases, mais quelque part qui font que si tu les manques, en tout cas, je me répète encore, c'est peut-être ce que tu dis, bah, globalement, cette personne, tu leur parleras peut-être que très rarement ou plus jamais. Donc Mmh. en one to one, c'est beaucoup plus rare. Ça peut arriver sur des niveaux de responsabilité qui sont un peu élevés et encore, pareil, j'irai quand même pondérer mes propos. Ça va dépendre un petit peu dans le mood dans lequel tu te trouves et encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Si c'est quelqu'un que tu croises comme ça un petit peu par inadvertance, bah, tu auras moins l'occasion de te conditionner. Alors si on te dit: «Bon, tu vas parler à cette personne dans, 5 jours, tu vas avoir l'occasion de le rencontrer», bah, c'est déjà un petit peu différent parce que tu te conditionnes à l'événement, quoi. Mmh. Co Comment est-ce que tu te conditionnes? Bah, tu te conditionnes parce que tu y penses, parce que, Parce mais que tu y penses, en fait. ouais, parce que tu y penses, ouais, tout à fait. Mmh. Quand on pense et on peut faire le parallèle justement avec, tu vois, tu me parlais au tout début de prise de parole où, ça s'est très bien passé pour toi et il y a eu aucun souci. Des prises de parole où ça s'est très bien passé pour toi, mais toi, ta perception de la prise de parole était: «Putain, j'ai merdé, j'ai pas été au niveau, j'étais stressé, j'ai pas passé le message que je voulais», tout ça, alors que derrière, on te dit que c'était très bien. C'est que quand on est auto-centré, on est la seule personne qui existe et en fait, on crée 2 réalités. La réalité interne et ce qui est réellement, en fait, à l'extérieur. Quand on va te dire: «Je vais rencontrer le DG», tu vas rencontrer le DG de telle ou telle boîte et tu te dis: «Voilà, ça c'est un gros client ou potentiellement c'est un super job qu'on pourrait me proposer, il faut pas que je le foire». Le cerveau, il a une manière de fonctionner qui fait qu'il comprend peu, voire pas du tout la négation. Quand on lui dit: «Il faut pas que je foire», lui, ce qu'il comprend, c'est: «Je vais foirer» et on vit avec ces pensées, en fait. C'est des pensées qui sont totalement imperceptibles. Des pensées qu'on ne voit pas, des pensées dont on est inconsciente. Mais par contre, ces pensées, elles tournent, elles bouclent et un peu comme si, tu vois, tu avais un accident sur une autoroute. On dit que chaque voiture sur une autoroute est une pensée. Il suffit qu'il y ait un carton pour que ça se mette justement à gonfler et que les pensées justement, qui sont les voitures qui sont en amont de l'accident, ne puissent plus circuler. En fait, quand on a une pensée stressante, une une pensée justement qui va nous mettre à l'intérieur de nous-mêmes et nous couper de la réalité, c'est exactement comme ce bouchon sur une autoroute qu'il peut y avoir. La pensée à laquelle on va s'accrocher, ou les deux-trois pensées auxquelles on va s'accrocher le plus, elles vont se mettre à gonfler, 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 gonfler et elles vont empêcher justement d'amener des pensées plus fraîches, plus récentes. Et il y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. Il y a pas des techniques secrètes pour arrêter de penser, il y a pas des techniques secrètes pour penser positivement, j souvent en fait, la problématique, c'est pas tant ce qu'on pense, c'est simplement le fait qu'on est focalisé sur nos pensées. On est en mode pensée et que juste prendre conscience de ça, souvent, c'est ce qui fait dégonfler le ballon et ce qui ramène justement de la circulation mentale. C'est ce qu'on appelle le flow, c'est ce qu'on appelle en sport la zone. Tu vois, ce sentiment où tu es pas en réflexion, mais tu as l'impression que tout est fluide, tout se passe bien, tu as des idées qui te traversent l'esprit, tu sais pas d'où elles sortent, mais elles sont brillantes. Tu fais des choses quand tu fais du sport, des mouvements, des gestes, tu sais pas d'où ça sort, c'est totalement instinctif, mais c'est génial et c'est pile ce qu'il fallait faire au bon moment dans le bon timing. Et ça, en fait, ça explique 2 modes de pensée, enfin 2 modes de fonctionnement du cerveau.
On a un mode de fonctionnement analytique, un mode de fonctionnement qui est fluide. Le truc, c'est que le mode de fonctionnement analytique, qui est là justement pour nous faire réfléchir, pour activer la pensée critique, pour nous faire analyser les choses, c'est nous, dans notre pays, en Occident en tout cas, le mode de fonctionnement par défaut. Et on nous dit dès qu'il se passe quelque chose, dès que tu as un problème, dès que tu as un enjeu, dès que tu as quelque chose d'important pour toi, il faut que tu focalises ton attention dessus pour essayer de trouver justement la bonne stratégie, la bonne technique, le bon plan d'attaque qui va faire que ça va fonctionner. Mais 90 du temps, on n'a pas besoin d'être dans ce mode analytique. Et cette fluidité que tu peux avoir, que tu peux ressentir justement dans un échange entre 2 personnes, je te posais cette question parce que c'est effectivement très, très rare, sauf pour quelqu'un d'extrêmement timide et là, il y a d'autres sujets, qu'on soit mal à l'aise lorsqu'on interagit à 2. On est souvent bien plus fluide, bien plus cool, bien plus posé, parce qu'on est connecté à la personne en face. Et il y a un truc dans le monde de la prise de parole que j'aime beaucoup, c'est un petit dicton qui se dit qu'en fait, qu'il y ait 200 personnes, 1000 personnes ou 3 personnes en face de toi, ton seul rôle, c'est de t'adresser à une personne à la fois. Et je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que c'était quelque chose qui m'aidait énormément. Quand je tombais sur quelqu'un ou je disais quelque chose dans une assemblée et que je ressentais quelque chose, ou en tout cas je commençais à penser que cette personne avait mal interprété ce que je disais et que là, ça y est, je l'ai perdue, ça y est, elle comprend pas le message, putain, ça y est, ça veut dire quoi sur moi? Et là, tu renvoies la balle vers toi, tu te coupes. Le seul truc que j'avais à faire, c'était me concentrer sur une autre personne et changer, tu vois, régulièrement. Ça a 2 avantages, c'est que visuellement, tu es connecté aux différentes personnes qu'il y a en face de toi. Le deuxième avantage, c'est que tu prends le pouls petit à petit de ce qui se passe et tu es pas en mode: «Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien?» Tu es juste en train de prendre la température, de dire: «OK, est-ce que ça percute? Est-ce que ça percute pas? Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis pas clair?» Et de reformuler, de réarbitrer. Comment est-ce que ça atterrit ce que je te partage? Écoute, ouais, je l'avais déjà effectivement entendu et Est-ce que tu l'as appliqué? alors, ouais, je pense l'avoir appliqué effectivement. Ça c'est, interrogé en me disant: «Bah, en fait, pourquoi c'est comme ça?» Et c'est marrant parce que ce que tu me dis, dire: «Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis compris? Est-ce que mon sujet est pertinent?» Quelque part, moi, je me la pose assez rarement cette question. Alors ça va peut-être paraître un peu, je sais pas, présomptueux ce que je dis, mais là-dessus, j'ai pas forcément de doute. Alors peut-être que je devrais en avoir, c'est aussi peut-être un autre sujet, mais j'en ai pas trop. Et là où je te disais que la vidéo de David Laroche m'avait parlé, c'est il prend cet exemple de Gladiateur où il dit: «Bah, voilà, Gladiateur, il y a des gens qui ont vu le film». C'est un film qui est 5 fois oscarisé, qui est un grand film pour quasiment tout le monde. Et il y a des gens qui trouvent que c'est nul et ils sont sincères. Et il donne cet exemple-là en disant: «De toute façon, quelle que soit la performance que tu peux établir, il y a toujours des gens qui vont penser que c'est nul et ils seront sincères, ils le penseront réellement». Et en fait, je pense que moi, quelque part, mon blocage, il est aussi là. C'est qu'à chaque fois que je les parle, j'ai envie de plaire à tout le monde, comme si j'avais une espèce de baguette magique en disant: «Bah, je peux plaire à tout le monde». Et si je me dis que je plais pas à quelqu'un, je je le ressens, tu sais, il y a un truc qui me touche personnellement. Mmh. Et donc du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé avec, plusieurs personnes et il y en a aussi des gens qui m'ont dit: «Bah, moi, j'ai ce souci, c'est que je pense que je suis pas légitime, je pense qu'on me». Et moi, tout ça, en fait, quelque part, j'ai jamais cette réflexion-là. Moi, ma réflexion, elle est vraiment toujours par rapport au fait de le jugement d'autrui et je pense que c'est ça où j'ai du mal à passer. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ça me faisait penser quand tu parlais de la pensée, ça me faisait penser à quand tu bois un coup, tu sais? Je te parle pas quand Mmh. tu es ivre mort, mais quand tu as bu un ou deux coups, on disait: «Bah, tu parles mieux anglais, tu es». Et bah, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est qu'en fait, dès que tu enlèves ce mode, un que te permet un petit peu l'alcool sur un ou 2 verres, de pensée, quand tu enlèves ce mode de trop réfléchir, et bah, quelque part, tu es tout de suite plus à l'aise, quoi. Et d'une certaine manière, je me suis dit: «Il faudrait que je puisse arriver des fois sur des moments où, bah, c'est un petit peu comme si j'étais ivre, sauf qu'en fait, tu es complètement sobre».
Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que j'exprime, mais C'est complètement clair. Ce que tu vois, moi, c'est vraiment la dynamique dans laquelle je suis. Je bois quasiment plus d'alcool, alors que, bah, la période où on s'est rencontrés, pendant les études, c'était un autre délire, mais vraiment, hein. Et après on s'est quittés après notre bac+2, mais moi ça a été de pire en pire. Je sortais quasiment tous les soirs, c'était à peu près une bouteille de whisky, une bouteille et demie tous les soirs et je buvais énormément. Ça m'a causé pas mal de problèmes et simplement parce qu'en fait, justement, je me suis rendu compte en tech deco que si je buvais pas, j'avais pas l'expression totale et pleine de moi-même et j'aimais bien cette personne libre, joviale, qui se connecte facilement aux autres et justement depuis quelques années, ça je le veux plus. Je me dis: «Je ne veux plus être tributaire de l'alcool pour pouvoir m'exprimer pleinement» et je te pose cette question, et si c'était ton mode par défaut, en fait? Et si ce que tu ressens de manière libre, quand tu as bu un coup, comme tu dis, sans être ivre mort, mais quand tu as bu un coup, et si cette fluidité mentale, cette déconnexion de toi-même, de ce que les autres pensent, c'était toi quand tu étais gamin, en fait? Parce que quand on est gamin, le regard des autres, on s'en fout, quand on a 3 à 4 ans. Tu as des enfants, tu ton fils, ta fille, tous les petits que tu as pu rencontrer, tu leur dis non une fois, ils en ont rien à faire, ils redemandent. Ils demandent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font ce qu'ils veulent faire et tu as beau leur dire: «Non, tu vas pas sauter d'ici», ils vont y aller, ils vont quand même le faire et puis s'ils tombent, ça veut rien dire sur eux. Ils se relèvent, ils recommencent ou ils passent à autre chose. C'est quelque chose qui se construit aux alentours de 6 7 ans. Ce regard des autres, quand on commence à rentrer dans le spectre social et nous surtout, je me rends compte en tant que parent à quel point on répète les schémas qu'on nous a répétés, que nos parents nous ont répétés, que nos enseignants nous ont répétés, que les adultes autour de nous nous ont enseignés, en fait. Et que toutes ces peurs, tous ces conditionnements, tu vois, tu l'as dit pas mal, ces conditionnements, c'est pas nous. Ces comportements, c'est pas nous. Tu vois, plusieurs fois, tu disais: «Je suis comme ci, je suis comme ça, c'est ma manière d'être». C'est bien plus malléable que ça. Et si tu pouvais être totalement naturel en prenant la parole, quelle que soit la personne que tu as en face de toi? Et si la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un effectivement qui peut être à un niveau hiérarchique supérieur, tu peux juste te dire: «Ouais, cet homme, il va aux toilettes, cette nana, elle va aux toilettes comme moi. Elle a des galères comme moi». Et le niveau de responsabilité, c'est quelque chose de construit mentalement par le spectre de la pensée. Ça changerait quoi pour toi? non, mais c'est clair que ça serait plus facile parce que tu vois à quel point, en évoluant professionnellement, tu t'adresses pas de la même façon aux mêmes personnes. Et en fait, tu le vois dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que plus tu évolues professionnellement, tu vois qu'on s'adresse plus à toi comme on s'adressait parfois à l'époque. Donc c'est ça Mmh. qui est marrant, c'est qu'en fait, ce que toi tu vis, tu le perçois aussi chez les autres. Et des fois, tu as des gens dont tu perçois qui s'adressent à toi différemment et tu te dis, bah, en fait, c'est dommage. Alors, tu le dis pas forcément parce que t'as pas l'occasion, t'es pas assez proche des gens, etc. Mais c'est marrant parce que des fois, j'observe à l'inverse aussi, quoi. Mmh. Et on se rend compte que cette perception, c'est une manière de penser qui évolue. C'est une manière Alors, de penser qui il y évolue. a il y a l'aspect social, où on était des tribus, qui ont évolué. Effectivement, les rangs sociaux étaient très importants. Aujourd'hui, la différence, en fait, tu vois, tu parlais de cette envie de plaire aux autres. Parce que fondamentalement, en fait, le problème de la prise de parole en public, et je te parlais d'une étude, je ne savais pas si tu l'avais entendu, mais c'est que la première peur des personnes au monde, c'est de prendre la parole et la seconde peur des personnes, c'est de mourir. Et il y a Jerry Seinfeld justement qui fait une blague là-dessus qui me fait beaucoup rire, c'est que si on en croit cette étude, ça veut dire que les personnes, lors d'un enterrement, préféraient être dans le cercueil plutôt que de faire l'oraison funèbre. Mais fondamentalement, c'est parce qu'on a peur d'être exposé. Parce que les 10 000 dernières années, si on prenait la parole alors qu'on n'était pas autorisé à le faire, ça signifiait être ostracisé, ça signifiait être tué. Si on partageait nos convictions, ça signifiait être ostracisé, ça signifiait être tué. Si on demandait ce qu'on voulait, alors que ça rentrait pas dans le cadre du groupe, tu m'as compris, c'est pareil. C'est en fait, s'exposer, dire ce qu'on pense, dire ce qu'il y a dans notre tête, affirmer ses vérités, c'est, depuis la nuit des temps, un énorme danger. Et le cerveau, il a pas évolué depuis.
alors que la société a largement évolué. Aujourd'hui, je vais pas dire que tu peux dire ce que tu veux, mais on peut faire preuve de franchise, on peut prendre la parole, on peut dire des choses. On va pas être tué. On va peut-être être mis à l'écart d'un groupe, mais par contre, le message qu'on a va forcément résonner avec d'autres. En ce moment, on est en plein dans les élections, on voit exactement ce que ça peut être un message clivant et les effets perçus d'un message clivant. Il va y avoir les bleus contre les rouges et c'est ce qui se passe. La perception évolue en fonction de notre schéma de pensée. Tu parles des politiques, c'est marrant parce que moi, je pense souvent à eux, quels qu'ils soient, et même des gens avec qui t'es absolument pas d'accord. Mais des fois, il y a une forme presque d'admiration, parce que je me dis, t'as les mecs qui sont quand même capables de raconter des trucs qui n'ont aucun sens, avec conviction, à des gens les jugent extrêmement négativement, et les mecs, les mecs ou les nanas, mais peu importe, mais les gens, ils vont comme ça. Et des fois, je me dis, ça, mais ce truc-là, j'espère qu'à la fin de ma carrière, j'arriverai à y arriver, parce que tu te dis, mais en fait, ouais, ils travaillent, hein, les mecs, parce que moi, j'ai un copain qui est directeur de communication de crise dans une grosse boîte. Et je lui avais parlé de ça. Il me dit, mais attends, ce qu'il faut aussi que tu te dises bien, c'est que les mecs, ils sont coachés, ils sont entraînés. Toi, tu y vas, tu es tout seul, tu fais ton truc. Enfin, tu as d'autres choses à faire à côté, tu gères ta famille. Eux, les mecs, ils sont formés. Bon. Mais quand bien même, je me dis, la finalité, c'est peut-être celle-ci. Une fois que tu arrives à ça, je me dis, c'est un peu le nirvana, quoi. OK. Alors, pourquoi tu devrais attendre la fin de ta carrière pour arriver à ça? Voilà. Et si Dis la c'était fin. vachement plus simple? Et si c'était vachement plus simple que ça? Pour toi, justement, qu'est-ce qui fait qu'ils en ont rien à foutre de balancer des trucs et tout et d'être jugés par rapport à ça? Une bonne question. Franchement, des fois, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense qu'il y a une partie je pense, un peu d'ego, dans le sens où ils estiment qu'ils sont les meilleurs. Enfin, en tout cas, je crois, hein, je parle sans savoir, mais c'est ce que j'interprète. Et puis après, je pense qu'il y a la finalité aussi de ce qu'ils font, parce qu'ils le font évidemment avec un but. C'est du électorat, de séduire l'électorat d'en face, des fois même, je pense que parce que ça permet d'être clivant, ça permet aussi d'attirer d'autres gens. Donc je pense qu'il y a un petit peu les deux. Il y a une forme d'ego et puis une forme de pourquoi je le fais, en fait. OK. Bah, tu vois, tu as utilisé le mot clivant. C'est quoi l'avantage d'être clivant selon toi? L'avantage d'être clivant, bah, c'est que déjà tu fédères les gens qui sont d'accord avec toi, et puis que tu affirmes aussi tes positions. Enfin, c'est toujours pareil. Moi, je suis toujours partagé entre le fait de me dire, bah, quelque part, le jugement des autres, tu souhaites qu'il soit pour tout le monde bon. Mais en fait, s'il est pour tout le monde bon, c'est quelque part, c'est que toi, t'es pas bon parce que t'as pas affirmé réellement ce que tu pensais, etc. Parce que forcément, quand tu penses des choses et que tu émets des opinions, il y a toujours quelqu'un qui sera en désaccord avec toi. Et en fait, des fois, je me dis, bah, tu sais, en fait, j'ai cherché à être le plus consensuel possible. Alors que des fois, être le plus consensuel possible, bah, quelque part, c'est une erreur parce que ça veut dire que tu t'affirmes pas assez dans ta prise de position, quoi, ou de parole. Ouais. Quand tu essayes justement de plaire à tout le monde et d'être consensuel, est-ce que tu émets tes opinions? Alors, ça dépend le sujet, hein, c'est toujours pareil parce que quand tu es dans une réunion commerciale, bah, faut quand même essayer d'être un peu consensuel pour emmener les gens. Mais en même temps, si tu vas dans le sens de tout le monde, quelque part, tu joues pas ton rôle de leader ou de manager parce que ce qu'on attend aussi d'un manager, c'est parfois d'être à contre-courant pendant un certain temps Mmh. pour emmener dans une autre direction qui, tu l'estimes tout du moins, est profitable pour l'entreprise et les équipes. Mmh. Tu vois, il y a dans le monde du marketing, il y a une stratégie qui est celle du clivage, d'être clivant, de dire ces trucs. Hem, Moi, j'ai pas envie d'utiliser comme un levier. J'ai des amis qui le font pour vendre leurs produits, vendre leurs services. Mais néanmoins, quand on creuse sous ce concept de clivage, c'est bien plus simple qu'une stratégie marketing. Quand tu dis ce que tu as à dire et ce que tu penses, mécaniquement, tu vas attirer certaines personnes et repousser d'autres. Dans le cas d'un parti politique, pourquoi est-ce qu'ils en ont, entre guillemets, «rien à faire» de dire des saucisses? Parce qu'effectivement, toi, ce que tu vas percevoir comme une grosse connerie, c'est la vérité de quelqu'un d'autre. Et le politicien, ne s'adresse pas à toi. Parce que toi, tu es dans une autre réalité.
Le politicien, il s'adresse à la personne pour qui ça va faire sens. Parce qu'en fait, il sait que c'est ces personnes qu'il doit séduire, c'est ces personnes qu'il doit garder, c'est ces personnes qui vont être ses fans, ses plus grands fans, et qui vont justement se battre pour lui, et qui vont propager ses idées, ses mots. C'est un truc que j'ai appris quand j'ai monté ma boîte de conseil il y a 6 ans. Au début, j'étais assez fou parce que j'arrivais dans des groupes, des fois j'avais 20, 30, 40, 50 personnes. Des groupes où ça marchait très bien. Des groupes où ce que je disais, ça résonnait pas. Et je me souviens que le consultant avec lequel, je m'étais associé avait 55 ans, ça faisait 20 ans, qu'il avait sa boîte de conseil et il m'avait juste donné ça, il m'avait dit: «Dans les moments où tu sens que ça pue, cherche une personne pour qui ça fait sens dans l'auditoire et tu te focalises que sur cette personne». Parce qu'en fait, le message que toi tu transmets, tu y crois. Et ce que tu as envie, c'est qu'il y ait au moins une personne dans cette salle qui soit impactée. Les autres ne veulent pas être impactés, c'est leur problème. Ils sont pas prêts à ça, ils ont leur réalité, leur perception des choses et tu auras beau tout faire, en tout cas si tu essayes de le faire consciemment, tu auras beau essayer de te battre, de rentrer en mode guerrier pour les faire changer d'avis, tu sais aussi bien que moi et là je parle plus, à la 3e personne de l'ancien consultant, mais je te parle à toi. Tu sais aussi bien que moi que c'est impossible de changer quelqu'un. C'est impossible de faire changer quelqu'un d'avis et que même lorsqu'on essaie d'argumenter et que tu remportes un argument, tu as rien remporté du tout. La seule chose que tu as fait, c'est renforcer l'aversion de la personne envers toi-même et tes positions. OK. Et il y a un Mais truc, quand j'ai commencé à adopter ça, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que moins j'essayais de convaincre 90 des personnes qu'il y avait dans la pièce et je me concentrais sur les 2-3 qui étaient super impliqués dans l'échange qu'on avait, plus en fait les autres se rendaient compte que la discussion, bah, elle allait sans eux et qu'on n'avait pas besoin d'eux et plus ils se détendaient, plus ils commençaient à rattraper les wagons et plus il commençait à y en avoir qui, alors pas la totalité, mais qui commençaient à justement se remettre dans la conversation et s'ouvrir. Parce que moins tu attaques quelqu'un frontalement dans la communication, moins il se sent en danger, moins il se sent bousculé dans ses convictions, plus il a tendance à dire: «Tiens, je vais quand même tendre l'oreille» et là, plus tu as de chances de le faire changer. Mais moi, la dynamique en tant qu'orateur, elle change pas. C'est je suis concentré sur les personnes à qui ça parle et s'il y a des personnes qui veulent se rallier à moi, entre-temps, tant mieux et ça, c'est possible uniquement parce que en fait, je me suis focalisé sur créer une connexion avec les personnes avec qui ça compte. On peut voir ça comme se foutre du regard des autres et j'ai été le roi pendant les 10-15 dernières années à dire: «Je me fous du regard des autres, moi je suis quelqu'un, j'avance, je me fiche des autres». C'est pas vrai, c'est jamais vrai. Tous ceux qui disent qu'ils se fichent du regard des autres, c'est pas vrai, c'est ancré en nous. Par contre, on peut juste intentionnellement focaliser nos discours sur les personnes pour qui ça compte et se dire que, bah, s'il y a des personnes qui reviennent en chemin, tant mieux, c'est cool. non, mais c'est sûr et puis tu vois ce qu'on m'avait fait remarquer une fois et je trouve ça assez juste, hein, j'y pense peut-être pas assez souvent, mais quand tu veux comme ça, plaire à tout le monde et en plus exprimer tes pensées, je te parlais d'ego en termes de politique, mais on m'avait dit: «Mais en fait, imagine l'ego qu'il faut avoir aussi pour penser ça». C'est-à-dire toi, tu penses que tu peux avoir une baguette magique et que par rapport aux autres, tu es en capacité de convaincre tout le monde. On te dit: «Mais en fait, c'est quelque part, faut un ego de fou pour penser ça aussi». Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit: «Bah, en fait, j'estime pas avoir un ego si démesuré que ça». Mais peut-être qu'en fait, parfois, je me trompe parce qu'on a dit: «Attends, mais tu pensais que tu peux plaire à tout le monde, c'est une forme de faut être faut avoir un ego de ouf parce que personne n'y arrive, donc pourquoi toi tu y arriverais?» Et les autres questions par rapport à ce que toi tu es et ce que tu penses pouvoir arriver et tu te dis: «Bah, attends, effectivement, personne n'y arrive, pourquoi moi j'y arriverais? En fait, je suis pas meilleur que les Mmh. autres». Bah, déjà, tu t'enlèves aussi une forme de stress, je sais pas comment dire ça, mais ça te fait On est aussi juste relativiser quoi, quelque part. un putain d'être humain au milieu de galaxies et de l'univers et quand on est autant centré, on a tendance à penser qu'on est le centre du Mmh. monde. Ouais, c'est clair. Mais il se passe pas grand-chose Ouais, c'est ouais, carrément. et tout ce que tu viens de me dire, ça émane de quoi finalement? Cette construction de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est les pensées qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et de comment le monde fonctionne. L'ego, c'est ni plus ni moins que ça.
On a tendance à le complexifier, à en faire comme une espèce de bête monstrueuse, une partie de nous-mêmes qui prend le dessus et qui nous pourrit la vie. Et dans certains cas, qui nous apporte beaucoup de bénéfices, à nous bouger, à nous motiver, à nous faire avancer. L'ego, c'est juste une accumulation de pensées. Les pensées que tu as les plus récurrentes vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ce que tu penses être vrai. Plus tu te détaches de ça, plus tu te rends compte que tu vis dans un univers, en fait, qui est généré à l'intérieur et projeté à l'extérieur. Être autocentré, c'est ça. Quand toi, te perçois que tu fais une mauvaise prise de parole ou une mauvaise performance en général sur quoi que ce soit, c'est con, hein. Ça peut être au lit, ça peut être avec des amis, ça peut être sur l'organisation d'une soirée, ça peut être sur un entretien que tu as fait. Des fois, tu as l'impression ou un partiel, un examen, un truc et tout, tu as l'impression d'avoir fait une performance de merde et tu te retrouves avec une bonne note, un bon résultat, un truc positif qui en découle. C'est marrant de voir à quel point des fois notre propre perception elle est biaisée. Mais simplement, en fait, parce qu'il y a le monde qui est là, il y a le monde qui est à l'intérieur. Et ce sont des choses qui sont complètement différentes. Le monde qui est à l'extérieur de nous, en fait, c'est une projection de nous, la manière dont on le perçoit. Nos pensées, elles viennent pas perturber nos sentiments. Nos pensées, ce sont littéralement le signal qu'on est en train de penser quelque chose. Quand on se sent bien, quand on a des émotions positives, c'est qu'on est en train de penser des choses qui sont vibrantes, qui nous poussent, qui sont agréables. Quand on a des émotions qu'on appelle négatives, c'est simplement le signal que notre mode de pensée, notre état d'esprit, le conditionnement dans lequel on est en train de se mettre, il est pas ouf. C'est ni plus ni moins que ça. Je t'invite d'ailleurs à penser à ça la prochaine fois que tu sens un niveau de stress, d'anxiété arriver. De dire: «Tiens, c'est à quoi je suis en train de penser là?» Tu arriveras pas forcément à capter la pensée, ce que tu t'es dit, parce que ça va très, 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 très vite. Mais par contre, tu pourras juste avoir cette curiosité de dire: «Tiens, je me sens pas bien». On s'en fout que ce soit de la frustration, de la colère, du stress, de l'anxiété, de l'agacement, tout ça. On s'en fout du nom de l'émotion. Mais juste te dire: «Tiens, là, je me sens pas ouf, je me sens pas super bien. Quel est l'univers mental dans lequel je suis là actuellement?» Parce que ces émotions, c'est une projection de tout ça. Et souvent, OK. c'est tout ce qu'il faut. Juste en prendre conscience. Prendre conscience qu'on est en train de penser, que ça nous a mis dans un mood abaissé. Attends, là, ça a frisé, je t'ai retrouvé, c'est bon, ouais. Tu vois, j'ai toujours moi tendance à penser et c'est ouais. Alors je te disais que c'est marrant parce que je suis persuadé que tu as raison. Mais moi c'est pareil, j'ai toujours tendance à penser, par exemple, pour vivre une situation, je me mets toujours le scénario catastrophe et Je te comme coupe souvent tout il de se suite. produit J'ai pas. tendance à penser que tu as raison. Mode de pensée analytique, mode de pensée fluide. On est et il y a pas de problème, en fait, avec toi. C'est normal, je fonctionne de la même manière. Mais c'est important de Mmh. percevoir à quel point c'est un mode automatique et ancré chez nous. Je suis d'accord, mais je pense que on est dans le mode intellectuel. Je te demande pas d'être d'accord avec moi. Je te demande pas d'être d'accord intellectuellement et de comprendre les choses intellectuellement. Parce que c'est quelque chose qu'on sursollicite. Juste, est-ce que tu vois une once de vérité, avec un V majuscule, sans que ce soit une perception intellectuelle et une analyse derrière? Est-ce que tu ressens qu'il y a une once de vérité dans ce qu'on se partage depuis tout à l'heure? Et que les choses peuvent être bien plus simples que ce qu'on pense? Qu'est-ce que Oui. tu retiens de notre échange là, jusque-là? C'est quoi les deux, trois points qui t'ont le plus marqué? Écoute, je dirais qu'il y en a 2. Le 1er, c'est que, c'est intéressant je trouve d'avoir un échange avec quelqu'un qui a vécu un petit peu la même chose que toi, découvrir une vision que tu as peut-être pas ou même dont tu as connaissance mais qui est pas la tienne, donc c'est toujours intéressant de partager. Ça, c'est le 1er point. Et puis le 2e point, c'est que je trouve que quand toi tu exprimes verbalement avec quelqu'un qui t'écoute, heu, la façon dont tu penses, déjà rien que ça, tu penses un petit peu autrement. Parce que tu entends en haute voix, des fois de les entendre, tu dis: «Ah bah oui».
C'est toujours pareil. Tu penses beaucoup de choses dans ta tête, puis à un moment donné, mais rien quand tu dis à voix haute, déjà, tu dis, bah, à quelqu'un qui est en face de toi, tu vois. Est-ce que déjà ce que je dis, c'est cohérent? Parce qu'il y a des trucs que tu dis dans ta tête, puis en fait, quand tu le dis Mhm. à quelqu'un, tu te dis, ah, c'est quand même un peu con ce que je raconte. Donc, c'est les deux points que je dirais Ok. que je retiens. Et par rapport à notre point de départ, le fait de vouloir être plus fluide Oui. dans tes prises de parole, comment est-ce que tu pourrais approcher les choses plus simplement justement pour que ce soit simple? Ben, alors, c'est pareil, là, je dirais deux points. Le premier, c'est déjà de te déconditionner par rapport à l'enjeu, par rapport à ce qu'on parlait, du fait que, en fait, ça peut mettre un temps, ce qui est assez relative. Et puis la deuxième, de penser peut-être aussi de manière plus positive et peut-être moins auto-centrée, comme tu le disais, en disant, bah voilà, c'est un échange que je vais avoir avec l'autre, plutôt que de te dire, toi, tu vas entreprendre quelque chose. Tu vois, rien que ce mode de pensée, te dire, en fait, je vais avoir un échange. En fait, parce que réellement, c'est ça la plupart du temps. Si tu partages une information, tu as un échange avec quelqu'un. Plutôt qu'effectivement de dire, bah moi, je fais une performance. Peut-être que tu feras une performance, mais ta performance, elle tient par l'échange que tu as avec les autres. En fait, finalement, tu fais la même chose, mais conditions Mmh. différentes. Si c'est clair ce Ouais, que je dis. ça a juste un peu coupé, mais oui, effectivement, c'est clair. Tu vois, moi, j'ai toujours cette image de Usain Bolt D'accord, d'accord. qui me revient en tête. On disait: «C'est fou le niveau de performance que ce gars arrive à avoir», alors que c'était le premier à déconner jusqu'à 5 secondes, 10 secondes avant le coup de feu de départ et que dès qu'il passe à la ligne d'arrivée, pareil, il va aller checker les arbitres, les porteurs de bouteilles, rigoler, tout ça. C'est cette dichotomie entre cette capacité à pas se prendre au sérieux, mais à prendre très au sérieux ce qu'il fait quand il le fait. Et en fait, pour moi, c'est ça le secret de la performance. C'est le niveau de capacité moins les interférences. C'est pas le niveau de capacité plus de nouvelles informations, de nouveaux conditionnements, de nouvelles habitudes, de nouvelles stratégies, blablabla. C'est pas un empilement de choses. C'est les capacités qu'on a. Et les capacités, en fait, c'est toute l'expérience qu'on a accumulée, le savoir qu'on a accumulé, sur lequel on est passé à l'action, vraiment. Moins toutes les interférences. Et la plus grosse des interférences, il y en a plusieurs, mais la plus grosse des interférences, c'est nous-mêmes. C'est nos pensées. Donc, ce que je t'invite à faire la prochaine fois, c'est effectivement, c'est un bon réflexe de dire, je vais avoir une conversation. Ça, c'est toujours ce que j'ai dit à ma femme. Enfin, c'est pas pour me faire mousser, mais j'ai quasiment jamais loupé un entretien d'embauche. Même sur des gros postes, des choses sur lesquelles on me sollicitait moi. On me dit toujours: «Ah, tu génial, c'est trop fort, c'est quoi ton secret?» Je fais: «Il y a pas de secret. Je vais pas faire une performance. Un entretien d'embauche, c'est moi, j'ai besoin de ce boulot et la personne en face de moi a besoin de quelqu'un. On va parler, on va avoir un échange. C'est beaucoup moins stressant. C'est beaucoup moins stressant. C'est juste 2 êtres humains qui vont essayer de trouver un terrain d'entente, voir s'ils se plaisent, voir si les choses vont bien fonctionner. Moi, passer mes messages, la personne en face de moi passe ses messages. Lors d'une prise de parole, ces messages, c'est des messages non verbaux. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, je m'ennuie pas. Ça résonne pas. Moi, lors des prises de parole, j'adore poser des questions, même jusqu'à 50, 60 personnes. J'aime me couper, tu vois, faire comme ce que je viens de faire des fois, dire: «OK, ça atterrit comment? Comment ça résonne chez vous?» pour avoir du feedback direct et juste de te rendre compte, ça c'est la deuxième chose, juste de jouer avec ça. Le fait de dire: «Quand je ressens des trucs, c'est quoi l'atmosphère mentale dans laquelle je suis? Quand j'ai un point d'anxiété qui arrive, je suis dans quelle atmosphère mentale?» et pas d'essayer de faire quoi que ce soit. Tu peux essayer de respirer, te concentrer sur ta respiration, mais pas essayer de faire consciemment quoi que ce soit. Essayer de faire consciemment quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a un problème et ça veut dire que tu essaies de lutter contre ce problème. Alors qu'en fait, le problème, il est juste général à l'intérieur. OK? Ok. Avant de conclure, est-ce que tu as une autre question, une remarque, un truc à partager? Non, écoute, non, non, ce n'est de te remercier pour ton temps. C'était cool. OK, j'espère que ça aura été utile. C'était une expérience qui était intéressante. Bah, alors là, comme ça, c'est difficile de te répondre oui, mais en tout cas, Mmh. ça aurait été intéressant pour moi. J'espère que ça l'a été pour toi. Puis ce que je te propose, c'est que faire quelques fois, je reviendrai vers toi, ton numéro maintenant, et je te dirai si je vois des améliorations notables par rapport à ça. Mmh. Il y a 2 cas de figure, hein.
Il peut se passer des trucs pendant la session, des prises de conscience fortes. Ça m'arrive régulièrement. Mais la plupart du temps, c'est pas trop comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je te dis de laisser infuser, de tester des choses, d'y aller avec douceur, Ok. tranquillement, sans pression. Parce que souvent, en fait, les prises de conscience, c'est comme le thé, tu vois. Tu vas jeter ton sachet de thé dans l'eau, tout de suite, ça va pas se troubler. Mais avec le temps, 3-4 minutes, après, tu vas avoir le goût, tu vas avoir les saveurs, tu vas faire: «Ah ouais, effectivement, là, j'ai un thé». Et c'est exactement pareil avec les prises de conscience, même petites, avec les idées. Alors laisser faire le chemin. Et des fois, c'est par rapport à des trucs qui vont se passer dans ton quotidien où il y a des choses qui vont cliquer.